À l'école de guerre, je fais partie de la 89e promotion qui compte à l'époque 53 stagiaires dont un certain nombre d'étrangers. Je suis affecté dans un groupe de 15 officiers, dont O'Brien, un lieutenant-colonel américain, Lator, un commandant italien. Je garde un bon souvenir de cette école prestigieuse qui dispense un enseignement interarmé, terre, air, mer et qui a complété ce que j'ai appris en URSS et a affiné ma propre expérience. En Occident, le principe cardinal sur lequel est basé l'enseignement dans les écoles est l'investissement en l'homme. Un instructeur de tactique à l'école de Strasbourg disait « Nous qui sommes pauvres par rapport aux Soviétiques et aux Américains s'entend, nous préférons la manœuvre des feux et des moyens à l'opposé du système, rouleau, compresseur, employé par les Soviétiques et les Américains qui ont des potentiels illimités. » Je suis revenu de cette école dans une autre disposition d'esprit. L'Algérie devra privilégier le type d'emploi tactique et stratégique occidental. Le soutien logistique, lui, peut s'inspirer des Soviétiques de l'époque car, à mon sens, il est le mieux adapté. Quatrième partie. Introduction. 1970. L'indépendance boucle ses 8 ans. L'Algérie, qui a affronté des crises à répétition, est encore convalescence. Les affrontements de l'été 1962, les effets du wilaïsme, les agressions extérieures, les séditions militaires, les coups d'État ratés et les coups d'État réussis, Houari Boumediene a tout surmonté. Il est désormais seul sur la scène politique et il tient l'armée d'une main de fer. À la suite de l'échec du putsch de Sbiri en décembre 1967, de nombreux anciens membres de la LN subiront les conséquences du dégraissage opéré par le secrétaire général du MDN, Abdelkader Chebou. Ils ne quitteront pas l'armée parce que partisans ou proches de Sbiri, mais parce qu'incapables de participer à la concrétisation du nouveau cahier des charges de l'institution militaire. Houari Boumediene, libéré des uns et débarrassé des autres, réfléchit à un programme économique et social pour donner du sens à son action, cisèle les mots à l'usage des foules, usine les instruments policiers qui garantissent le pouvoir à vie et commence à camper une stature internationale. Réduite à une force de contrôle de la population, ses grades plafonnés, ses fractures entretenues, fourvoyées à son corps défendant et en apparence seulement dans la politique, le Conseil de la Révolution, l'armée et le radier général sur lequel reposent les structures du pouvoir. Il confiera un de ces fragments un rôle de police politique qui sera assumé avec une redoutable efficacité. La sécurité militaire deviendra le bras armé du régime et compromettra l'armée tout entière dans la répression des opposants politiques. L'histoire de l'armée algérienne à l'ère du boumediénisme triomphant est celle d'un corps militaire détourné de ses véritables missions constitutionnelles par les calculs de pouvoir de son chef suprême et surtout par ses phobies. En l'absence de menaces extérieures identifiées et immédiates, les anciens bataillons des frontières ressourcés et recomposés autrement occupent des positions stratégiques pour couvrir spatialement le pays. La nécessité de restructurer l'armée était présente dans les esprits depuis 1962. Elle ne s'est pas concrétisée car elle n'était pas considérée comme prioritaire. Il y a eu des adaptations en fonction de la conjoncture et un rajout de moyens selon les possibilités à notre disposition. Cette évolution, lente et empirique, de nos moyens de défense a pâti du statisme de celui qui avait le pouvoir de décider. Pendant la période transitoire qui a suivi le cessez-le-feu, une commission avait été mise sur pied à Melleg, en Tunisie, avec mission de proposer une configuration des forces post-indépendance. Elle a élaboré un règlement provisoire du service dans l'armée qui entrera en vigueur dès sa parution et qui servira pendant de longues années. La même commission a proposé également la création de sous-groupements de forces et de régions militaires. Juste au lendemain de l'indépendance, ont été créées de nouvelles directions d'armes, aviation, marine, génie, matériel, transmission, intendance, finances, artillerie, DCA, santé, armée blindée, cavalerie, trains et sécurité militaire. Des écoles seront ouvertes, interarmes à Cherchel, d'ingénieurs et de techniciens à Bourj el-Bahri, du matériel à Beaulieu, de l'intendance, de l'artillerie, de la DCA, de l'armée blindée cavalerie, ainsi que celle des sous-officiers. Elle formera par la suite des officiers du contingent. Le découpage territorial épousera d'abord celui des wilayas historiques. Première région à Blida, deuxième à Oran, troisième à Béchar, quatrième à Ouergla, cinquième à Betna, sixième à Constantine et septième à Tizi Ouzou. Ce découpage sera revu par la suite avec la translation du commandement de la 5e région vers Constantine.
et le rattachement de la 7e région à la première, Blida. Dans chaque wilaya sera créé un secteur militaire territorial. La décennie 1970 est véritablement la décennie Houari Boumediene. C'est celle des plans quadriennaux, de la réforme agraire, des budgets colossaux alloués à l'éducation. C'est celle également de l'édification de l'État qui survivra aux hommes. C'est surtout la décennie de l'espoir. Pour Houari Boumediene, les priorités sont ailleurs que dans l'armée. Pour réaliser son ambitieux programme économique et social, le président ne veut pas s'inscrire dans l'éternité. Il veut que son pays jouisse rapidement des fruits de ses efforts. Comme il ne croit qu'au raccourci et à l'efficacité des corps organisés, l'armée, à travers le service national, participera aux tâches d'édification dans le domaine des voies de communication, du reboisement et dans des actions sociales. La révolution de Boumediene, menée par l'injonction, se fait dans l'enthousiasme populaire qui garantit le succès. Mais peu importe, l'espoir en une vie meilleure est là. Les Algériens, malgré le parti unique et les méthodes musclées de la police politique, malgré les pénuries de toutes sortes, ne sont pas tenus, pour quantité négligeable, par le peuple et pour le peuple, à un contenu indéniable. Lies Boukra, dans son excellent ouvrage « Algérie, la terreur sacrée », évoque la stratégie algérienne de développement. Un plan triennal 1967 à 1969 et 2 plans quadriennaux 1970 à 1973 et 1974 à 1977. Le premier plan quadriennal se distingue déjà par le volume des investissements. 31,1 milliards de dinars avec pour objectif un accroissement de 37% du PIB. Lors du second plan quadriennal, les investissements s'élèveront à 110 milliards de dinars. C'est un niveau d'investissement jamais atteint jusqu'alors dans aucun pays au monde en un laps de temps aussi court. Près de 28% du PIB en 1969 et plus de 50% en 1977. Le secteur industriel se taille la part du lion, 45% de la somme globale contre 15% seulement pour l'agriculture dans les 2 plans. Les résultats de ce gigantesque effort d'investissement sont palpables. L'Algérie s'est couverte de chantiers pendant cette période. Des centaines d'usines voient le jour. L'Algérie se donne les moyens de fabriquer des tracteurs à Constantine, des camions à Ruiba, des moissonneuses-batteuses à Sidi Bel Abbès, de l'acier à Al-Hadjar. Elle liquéfie le gaz naturel à Arzeux et raffine du pétrole à Skikda et à Alger. En 2 décennies, l'Algérie a pris place parmi les puissances économiques du bassin méditerranéen. Son PIB, 36 milliards de dollars en 1980, l'a placé immédiatement après l'Espagne à égalité avec la Turquie et la Yougoslavie, devant la Grèce, le Portugal, le Maroc et l'Égypte. À la même année, le revenu par tête d'habitant était de 1 935 $, le double de celui du Maroc voisin. Ces 20 ans de croissance accélérée se sont aussi traduits par une amélioration incontestable du niveau de vie des populations. Plus de 600 000 emplois ont été créés. De 1966 à 1987, la part des logements reliés au réseau d'eau courante est passée de 1 219 en 1963 à 17 760 en 1987. Celui des pharmacies de 204 à 1752 et celui des chirurgiens dentistes de 151 à 5 684. En matière d'enseignement, l'effectif est passé de 809 000 en 1963-1964 à plus de 5 millions en 1987 à 1988 durant la même période. Enfin, celui du supérieur est passé de 2 800 à 174 000. L'Algérie fait envie à des peuples voisins paupérisés, exploités et subissant le mépris et les violences de régimes médiévaux ou de bourgeoisie comprador. Des erreurs d'option, des insuffisances et des distorsions empêchent cet effort colossal de donner tous les résultats escomptés. La disparition de Boumediene et la venue au pouvoir de Chedli Benjedid, qui délègue la gouvernance à des commis incompétents et péremptoires, donne un coup d'arrêt définitif au développement planifié du pays. Le désengagement de l'Espagne du Sahara occidental et la décision de Hassan II de remplacer l'ancien occupant va conduire Houari Boumediene à changer sa conception personnelle quant au véritable rôle de l'armée. L'armée statique conçue pour une occupation horizontale du pays va devoir changer. Le Maroc veut restaurer le vieil empire, chérifiant dans ses frontières historiques, faites d'allégeance plus ou moins démontrées au trône alawite par des notables de tribus de Rezou,
de guerriers pillards du Merzen, de parcours de caravanes forcés par les étapes incontournables des points d'eau à faire de longs détours. Le fantasme d'une identité marocaine au nom de laquelle le roi du Maroc veut soumettre des territoires et des peuples à sa loi provoque un bouleversement majeur dans la sous-région. Une grande partie du Sahara algérien est concernée. On bute à des difficultés internes contestées par de larges pans de la société marocaine, menacée par son armée. Il vient d'échapper en juillet 1971 et août 1972 à des tentatives d'assassinat perpétrées par des officiers des forces armées royales. Hassan II veut reprendre en main son armée et refaire l'unité de son pays autour de sa personne en lui proposant une nouvelle frontière. La Marche verte qui, en novembre 1975, va conduire vers les territoires sahraouis 350 000 Marocains encadrés par 20 000 soldats commandés par son homme de confiance, Ahmed Dlimi, donne le signal de cette opération de diversion. L'avenir de la paix dans cette partie de l'Afrique du Nord dépendra de la façon dont l'Algérie va s'opposer à l'expansionnisme marocain. Depuis la guerre des Sables de 1963, un certain équilibre militaire stratégique avait été instauré entre les deux pays. Le roi, ne voulant pas d'une armée marocaine puissante qui pourrait menacer son trône, ne s'est pas adonné outre mesure à la course aux armements. Houari Boumediene, de son côté, engagé dans la construction économique de son pays et y consacrant chaque sou, n'a pas donné la priorité à l'ANP. Par la faute de Hassan II, les deux pays vont s'engager dans un réarmement accéléré et qui ne s'arrêtera plus. Au-delà de leurs revendications territoriales, le modèle algérien offert aux jeunes Marocains soumis à une dictature médiévale donne une dimension idéologique à l'hostilité du roi. Au risque d'être encerclée, amputée géographiquement et se trouver réduite à subir la volonté d'un voisin décidé à transgresser les lois internationales et à passer outre les traités, l'Algérie a toutes les raisons morales et politiques de s'opposer à la politique d'annexion de Hassan II. L'occupation du Sahara occidental et les déclarations de parties marocaines non démenties qui prétendent remettre en cause les accords sur les tracés des frontières de 1972 inciteront Houari Boumediene à prendre conscience que l'Algérie est dans une période de danger et qu'il faut concentrer les efforts sur nos moyens de défense. Avec l'affaire Damgala, il se rend brusquement compte qu'une armée, ce n'est pas seulement des directeurs centraux réduits à des rôles de chefs de bureau, travaillant sous la férule d'un secrétaire général attentif à ne pas faire de l'ombre au patron. De braves chefs de région enlisés dans leur routine et d'une poignée d'officiers professionnels son pouvoir et surtout son moyen. Lorsqu'il me rappellera de l'école de guerre de Paris au moment le plus fort de la crise avec le Maroc pour me demander d'aller à Tindouf afin de procéder à un état des lieux et de formuler des propositions, il est déjà prêt à regarder de plus près les handicaps de l'ANP et à leur porter remède. Après plusieurs semaines de présence sur place, marquées par des nombreuses visites aux unités disséminées sur le plateau, je reviens lui faire un compte-rendu qu'il écoute d'une oreille attentive. Dans le rapport écrit que je lui remets, rapport élaboré et finalisé de concert avec les officiers sur le terrain, j'insiste que l'armée, pour pouvoir accomplir ses missions, doit être approvisionnée, qu'elle doit être encadrée, entraînée, organisée et que les hommes qui la composent doivent disposer des commodités qui permettent de supporter les conditions particulièrement difficiles du Grand Sud. Dans cette partie de l'ouvrage, j'explique comment j'ai procédé à l'expertise demandée et j'évoque mon action au secteur opérationnel Sud-Tindouf, de 1976 à 1979, dépendant de la 3e région militaire. Ensuite, à la tête de cette même région, de 1979 à 1982, les officiers, sous-officiers et soldats ont fait d'un quadrilatère calciné par les vents de sable et le soleil un immense champ d'exercice et de manœuvre jusqu'à faire de leur armée un outil moderne et performant. Ces compagnons stoïques, courageux et pleins d'abnégation méritent que soit rappelé ce qu'ils ont accompli. Le plateau de Tindouf, particulièrement au cours des décennies 1970 à 1980, a constitué une étape importante dans la transformation de la structure et de la physionomie de l'ANP. Le séjour dans la 3e région militaire par la relève normale des unités et par les affectations des jeunes du service national a été plus qu'une présence au corps dans une nouvelle région du pays, mais une plongée dans les profondeurs véritables de la patrie. Ce sud, où ils sont allés s'instruire et montrer la garde,
burinent désormais autrement l'image qu'ils se font de l'étendue de leur pays, de ses climats, de ses morphologies et de la diversité de ses us et coutumes. Dans ces pages, je souligne l'apport de Chedly Benjedid, une fois président de la République, dans la reconversion de l'armée et dans son équipement en matériel moderne. Le lecteur pourrait être surpris de me voir dire de bonnes choses sur Benjedid après avoir dit sur son compte dans d'autres écrits des choses peu amènes. Faisons la part des choses. Chedly, parce qu'il était issu de l'armée, connaissait ses insuffisances et ses imperfections. Il n'avait de contentieux personnel avec aucun des cadres de l'institution. Benjedid n'avait pas les mêmes blocages psychologiques et les mêmes peurs que son prédécesseur. L'organisation, la formation, l'équipement et la modernisation commençaient lentement dans les années 60 et 70, connaîtront un rythme plus profond et plus accéléré au cours de la décennie 80. Je me suis rendu compte en rédigeant cette partie de mes mémoires qu'il fallait décrire mon action dans l'ensemble plus vaste du contexte politique en respectant sa linéarité. Je ne pouvais pas limiter ma narration au seul volet militaire qui, en l'état, n'aurait intéressé qu'un petit nombre de personnes. Je devais donc aller plus loin. Tout au long de ma carrière, j'ai été témoin d'actes et de décisions qui ont eu un impact sur la vie du pays et sur l'armée, enclenché des dynamiques et poussé quelquefois l'armée à franchir le glacier Aton qui entoure ses casernes. Je reviens entre autres points sur les journées d'UP, qui ont vu une poignée de décideurs militaires sans mandat de leur père imposés par le fait accompli à la tête de l'armée et du pays le plus ancien dans le grade le plus élevé. J'explique plus loin pourquoi cela a été possible et comment cela a été fait. Je parle de l'action politique de Chedly Benjedid qui a hérité d'un pays en voie de développement accéléré et qui n'a pas su continuer l'effort de son prédécesseur jusqu'au moment où le spectre de l'émeute a commencé à hanter les rues de nos villes et de nos villages. J'ai abordé la plupart de ces questions dans le procès de Paris, l'armée algérienne face à la désinformation. Je les reprends en les remodelant et en les adaptant au cadre particulier de cet ouvrage. J'aurais pu les réserver à la partie politique de ma carrière, c'est-à-dire au second tome de mes mémoires. À la réflexion, il m'a paru judicieux de les rappeler ici parce qu'ils éclairent la période cruciale où l'armée, contrainte et forcée par la faillite des gouvernants et les émeutes nihilistes, est sortie de son rôle traditionnel pour le meilleur, pour le pays et peut-être pour le pire pour ses chefs. Les pages que je consacre à ces événements sont une brève et nécessaire rétrospective pour comprendre comment les choses se sont déroulées.